Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'avril. Ce fut un mois qui a passé vite comme l'éclair. J'ai fait pourtant plein de trucs, je suis vraiment étonnée, mais en même temps, ça a passé tellement vite qu'il y a des vidéos que j'ai pas eu le temps de faire malheureusement. Donc je pense que j'ai lu 7 livres au total, ce qui est le plus gros score depuis janvier, on va s'entendre. Et puis, malheureusement, ce que j'ai pas eu le temps de faire, c'est de filmer la vidéo d'expression québécoise que j'avais prévu filmer à chaque mois. Mais là, comme j'ai clairement pas le temps, déjà que je vais poster le bilan peut-être le 2 ou le 3 mai, je vais le faire le mois prochain, donc en mai. Et vu que je pense que vous aimez beaucoup ça, je vais peut-être en faire 2 au mois de mai pour rattraper le mois perdu. Donc, sans plus attendre, vu que j'ai beaucoup de livres ce mois-ci, je vais vous les présenter. J'ai commencé mon mois avec une lecture que je n'ai pas terminée et que je n'ai pas l'intention de terminer. Il s'agit de Cromwell de Victor Hugo, publié chez GF Flammarion et qui m'a coûté 14,65 $ canadiens. C'est une pièce de théâtre, mais le style de la pièce de théâtre, la narration, l'intrigue, les événements, les personnages, tout ne m'intéresse pas. C'est une pièce politique qui, je crois, peut avoir beaucoup d'intérêt parce que ça se situe en Angleterre à un moment où Cromwell, un homme de grand pouvoir, décide qu'il veut se faire sacrer roi lui-même. Donc, il y a un petit groupe de révolutionnaires qui sont pas d'accord, qui vont tenter de pas le détrôner parce qu'il n'est pas encore roi, mais bien de le tasser ou même de le tuer. Sauf que, vraiment, c'est vraiment le style de la pièce, le sujet, tout, c'est tout pour que ça m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas le terminer, je m'ennuyais grandement quand je lisais la pièce. Alors, malheureusement, pour moi, ben, c'est pas une pièce de Victor Hugo que je vais continuer. Je me suis ensuite lancée dans La religieuse de Denis Diderot aux éditions Maxi Poche Roman. Je pense que c'est une très très vieille édition. Je l'avais achetée en octobre à la fermeture d'une librairie proche de chez moi. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était vraiment fascinant. Ici, on va pas peindre une vie de religieuse dans un couvent avec ses côtés positifs, parce que je suis sûre qu'il y en a. Mais ici, on met beaucoup l'accent sur tout ce qui peut arriver de mal dans un couvent, tout ce qui peut être désagréable à vivre, toutes les mauvaises attitudes que peuvent avoir les religieuses l'une envers l'autre, les complots qui peuvent se faire, justement parce qu'à l'époque où Denis Diderot écrit La religieuse, il veut dénoncer le fait que souvent on amène des jeunes filles dans les couvents contre leur gré. C'est vraiment grave comme situation et c'est ce que tente de dénoncer Diderot avec La religieuse. Et donc pour ça, dans l'intrigue, dans l'histoire où on va suivre une jeune fille qui se fait mettre de force dans ce couvent, on va lire beaucoup d'atrocités. La plupart des religieuses là-dedans sont détraquées. Il y en a une seule qui est gentille puis qui devient l'amie de la protagoniste principale, mais c'est tout. La jeune fille, mon Dieu, elle se fait mettre dans les cachots. Tout le monde laisse les portes débarrées ou quoi pour qu'elle aille se jeter dans un puits dans la cour parce que on veut tous qu'elle meure vu qu'elle voulait pas être religieuse. Il y a des complots pour l'attirer vers la religion pour qu'elle reste. Les mères supérieures sont folles et ils sont manipulatrices ou ils sont lesbiennes, donc ils essaient d'attirer leur religieuse favorite avec elles et tout. Tout marche pas bien, tout va mal, tout le monde est méchant. Et voilà, donc c'est assez traumatisant en même temps, mais moi ça m'a juste fascinée. J'ai beaucoup aimé ma lecture, ça m'a fait découvrir tout plein de châtiments atroces. Ensuite, j'ai retiré ce livre de ma palle de livres non terminés, livre que je vous avais présenté dans le vidéo du même nom, des livres que j'avais pas terminés. Et je sais pas pourquoi, mais ça fait 2 ans ou 1 an et demi que j'ai laissé de côté, mais je l'adorais. J'aimais ce que j'avais lu, j'en avais lu comme le 3/4. Il me restait pas beaucoup de pages à la fin. Il s'agit de Beauvoir in Love de Irène Frêne, publié aux éditions Lafon, oui, Michel Lafon. Et dans le fond, il s'agit de l'histoire d'amour entre Simone de Beauvoir et Nelson Algren, qui est considéré comme étant l'auteur, le bad boy des romans policiers américains, le bad boy auteur américain, quoi. Donc, ils se rencontrent, ils tombent en amour, mais toujours dans l'image, il va y avoir Jean-Paul Sartre, parce qu'il ne va jamais être séparé de Simone de Beauvoir, ils sont comme ça. Donc, il est dans le portrait, mais on met beaucoup plus l'accent sur Nelson Algren et Simone de Beauvoir, et c'est tellement bien raconté, là. Ça pourrait facilement être un documentaire, parce que Irène Frêne s'est beaucoup renseignée, a fait des interviews avec des gens que Simone a côtoyés,
C'est vraiment très très recherché, ça se veut pas être une histoire d'amour romancée. On veut dépeindre ici la réalité de leur histoire d'amour, découvrir les mystères et tout ça, les secrets de leur relation. Donc, ça aurait pu être documentaire, mais c'est tourné et narré et raconté d'une telle manière que c'est super beau. Puis les émotions dépeintes dans ce livre-là sont tellement complexes, sont tellement belles à lire ou tristes à lire. Moi, je trouve que c'est un livre magnifique, d'une histoire d'amour magnifique. Donc, si vous en cherchez une de personnages réels, de personnages historiques, eh bien, je vous conseille Beau voir une Love. Pour ceux qui aiment tout simplement comme son travail philosophique pour les femmes, elle tombe en amour. Hein, donc, il y a beaucoup de choses dont elle parle dans ses ouvrages qui vont être appliquées ou pas dans sa vie personnelle. Alors, ça, c'est définitivement un roman coup de cœur. J'ai eu 2 coups de cœur ce mois-ci. Vous devinez déjà quel est le premier. Donc, bref, gros coup de cœur. Ensuite, je me suis tournée vers un roman jeunesse que je m'étais procuré. Je me suis pas procuré ce livre-là, je l'ai reçu pour Noël. C'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Margot Liseuse et ça s'intitule 1414 de Silène Edgar et de Paul Béorn aux éditions Castelmore. Donc, ce livre-là m'avait attirée parce que le voyage dans le temps, parce que 2 personnes qui s'envoient des lettres. Donc, il s'agit de 2 garçons de 13 ans, ils ont le même âge, qui s'écrivent sans savoir à un siècle de distance. Donc, le premier vit en 1914 et le deuxième en 2014. Je trouve que c'est un bon roman jeunesse de bonne qualité parce que les problèmes parents-enfants qui vont être abordés, frères-sœurs, avec l'école, avec le prof et tout ça, c'est d'actualité, c'est quelque chose de familier pour le jeune de 13 ans qui va le lire. Donc, évidemment, pour moi, des fois, je trouvais ça un peu trop jeune, mais évidemment, c'est pas un roman qui s'adresse à moi. L'intrigue aussi est vraiment bien, puis il y a du suspense, on est stressé parce que il va arriver des problèmes, des péripéties, puis on veut que les 2 garçons s'en sortent. On met beaucoup l'accent sur la ressemblance de la vie de ces 2 garçons-là. On cherche à dire, je crois, de moi ce que je comprends de ce livre-là, on cherche à dire que même s'ils sont séparés par un siècle, leur vie se ressemble à ces 2 garçons-là du même âge. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes conflits avec les parents. C'est juste que le contexte, la manière de vivre plus pratique est différente. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, je me suis dirigée vers le 3e tome de la série Divergence, soit Allégeance, de Veronica Roth. Et c'est aux éditions Ada Éditions. Donc, j'espère que je prononce bien. J'avais pas l'intention de lire le 3e tome. Je me suis souvenue ensuite que j'avais lu les 2 premiers, mais dans le fond, pourquoi je me suis dirigée vers ce tome-là, c'est parce que j'ai commencé à entendre des personnes dire que la fin était très controversée, qu'ils n'étaient pas d'accord, que ça détruisait toute la trilogie. Ensuite, je suis allée sur l'ordi, puis j'ai écouté des entrevues avec Triss et Tobias, bon, avec leur vrai nom, là, on s'entend. Et puis, à un moment, Tobias dit que le personnage de Triss est vraiment comme un symbole du Christ. Fait que là, quand j'ai entendu ça, désolée pour ceux que ça donne trop d'informations, mais j'ai tout de suite deviné qu'est-ce qui allait arriver à Triss, même si j'avais pas lu le livre. Donc, par curiosité, parce que je voulais pas faire la gaffe aussi facile d'aller lire le résumé sur Internet, je me suis dit, je vais le lire, ça va être rapide. Voilà. Donc, je me suis rendue à la fin, et puis, je trouve que, en fait, j'aime beaucoup la fin, je suis d'accord avec la fin, puis c'est cette fin-là, selon moi, qui réussit à transmettre le message, un message en tout cas que le lecteur reçoit à la fin de la série. Et s'il n'y avait pas eu cette fin-là, la trilogie aurait été, selon moi, une trilogie young adulte moche, quoi, qui se démarque pas. Mais à cause de cette fin-là, qui n'est pas hollywoodienne, merci mon Dieu, ça fait de Divergence quelque chose de plus unique que les autres, même si j'ai pas lu beaucoup d'autres trilogies young adultes. Pour moi, ça rend ça plus unique et ça réussit à livrer un message puissant. Donc moi, je trouve que c'est un super bon point. Le point négatif, c'est que, comme le 2e tome, j'ai trouvé le 3e tome assez lent. Il y a trop de longueur au début, tout se passe à la fin pour moi. Ça fait comme long, puis là, tout condensé. Et c'est un gros défaut, gros défaut pour moi. L'intrigue, la fin est chouette, mais pour s'y rendre, ça a été un peu trop de longueur pour moi.
Ensuite, j'ai découvert mon deuxième coup de cœur. J'ai fait une vidéo entière sur ce livre-là, donc si vous voulez aller le voir, je vous le mettrai en barre de commentaires. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est d'abord son titre. Il s'appelle « Je m'appelle Livre et je vais vous raconter mon histoire », écrit par John Haggard, qui est un poète aussi guyanais. Et puis, dans le fond, c'est l'histoire de Livre qui ici devient personnifié, qui raconte son histoire, sa création, depuis le début jusqu'à aujourd'hui avec les e-books. Donc, on va commencer par exemple avec la voix, puis l'ardoise, l'écriture des histoires sur ardoise. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est comme un documentaire, mais pour enfants. Donc, c'est amené avec une narration hyper intéressante qui rapproche très vite le lecteur avec le narrateur, soit Livre. Et puis, avec des images qui accompagnent le texte, certaines explications. Il y a des citations aussi, donc moi, je trouve que c'est vraiment exceptionnel et merveilleux qu'il y ait des citations parce que ça introduit l'enfant à la littérature, à des grands noms qui ont dit des très belles choses, toujours en rapport avec le livre. Donc, il va y avoir des citations de Borges, de Dickinson, d'autres auteurs asiatiques aussi, et de John Haggard lui-même, qui va insérer un de ses poèmes sur la bibliothèque, qui est très très beau. Donc, voilà, pour moi, c'est une perle. Ça devrait être un livre de référence dans chaque bibliothèque des jeunes enfants qui veulent savoir l'histoire du livre, quoi. Parce que c'est amené avec beaucoup de beauté esthétique, matérielle et de beauté dans le contenu. Et moi, ça m'a juste captivée du début à la fin. J'ai appris plein de choses et j'ai eu beaucoup de plaisir. Le dernier livre que j'ai réussi à terminer pour ce mois-ci s'intitule Pyramétis B, Narcisse et Philomena, tous des contes de Ovide que Chrétien de Troyes au Moyen-Âge a réécrit dans sa langue, quoi. Donc, moi, je connaissais déjà Narcisse et Pyramétis B. Pyramétis B, pour ceux qui ne savent pas, c'est carrément les ancêtres de Roméo et Juliette, mais dans un tout autre contexte. Et puis, j'ai beaucoup aimé ma lecture, et puis c'est ici qu'on découvre comment les écrivains à ce temps-là, donc au début de la littérature pour moi, avec la Grèce, oui, ont écrit, ont mis sur papier l'amour. Tout ça est décrit de fond en comble dans ses premiers textes sur l'amour. Et ben pour moi, des fois, il y a des longueurs parce que c'est très lyrique. Là, on met même l'écriture en italique et ça se poursuit comme ça pendant 4 pages où la jeune fille s'éplore. Mon Dieu, amour, tu es si méchant avec moi. Bref, c'est un peu long parce que nous, on sait comment on écrit l'amour, parce qu'on a lu plein de livres, quoi, on est plus habitués, mais eux, c'est vraiment au tout début, donc pour ça, c'est vraiment très enrichissant, et l'histoire en tant que telle est très intéressante aussi. Je suis contente d'avoir découvert, donc pour ma part, Philomena, qui est une histoire assez cruelle, assez triste aussi, donc en résumé, c'est un roi qui va marier l'aîné d'une famille où il y a 2 filles et va l'amener dans son royaume. Un jour, sa femme s'ennuie de sa petite sœur, donc elle demande à son mari de l'amener. Donc, il la ramène, mais quand il la rencontre, il tombe amoureux d'elle et c'est drôle parce que la jeune fille, la petite sœur, c'est le portrait tout craché de toutes les belles femmes décrites dans les romans du Moyen-Âge. Donc, elle a des cheveux dorés, les lèvres vermeilles, la peau blanche, une robe blanche quasiment transparente. Donc, tout ça, c'est très comique à relire pour ma part. Et donc, il la ramène, il la cache parce qu'il la veut juste pour lui. Donc, sa femme est très triste de ne pas voir revenir sa sœur. Finalement, elle découvre la cachette, elle découvre sa sœur et les deux ensemble complotent un assassinat assez grandiose pour punir le méchant roi. Donc, ce fut très intéressant à lire. Ouais. C'était tout pour les romans que j'ai eu le temps de terminer au mois d'avril. Il y en a vraiment beaucoup, je suis vraiment étonnée de moi-même. Mais j'en ai 3 que je suis en train de lire en ce moment, donc je vais vous les présenter. Et oui, j'en lis 3 en même temps, mais pour l'instant, plus un que les 2 autres. Donc, je vous le présente tout de suite. Il s'agit de La sonate à Kreutzer, Le bonheur conjugal et Le diable de Tolstoï, publié chez Folio Classique. C'est donc un recueil de nouvelles qui porte sur le thème du mariage, de la vie conjugale. J'aime tellement Tolstoï. Il est tellement intéressant. Il y a plein d'idées justement qui sont véhiculées dans ces nouvelles-là, mais tu sais, il y a un contexte, il y a une intrigue, fait que c'est toujours bien enveloppé, les idées sont pas jetées là, mais c'est tellement intelligent. Puis surtout à cette époque-là, ça devait être un peu plus hors du commun comme manière de penser. Et j'aime tellement cet homme, j'aime tellement comment il livre ses idées, ses histoires, c'est tellement tout le temps le fun. Je suis en train de lire du bonbon en ce moment. Je capote, je suis rendue à La sonate à Kreutzer. Et puis, il y a comme 2 ans, j'avais lu Le bonheur conjugal. Donc, c'est clair que je vais le relire parce que je m'en souviens pas. Mais
c'est vraiment, vraiment bon. J'aime cet homme, j'aime cet écrivain, vraiment beaucoup. Ensuite, de temps en temps, je lis des nouvelles, des aventures de Sherlock Holmes. Je vous l'avais présenté le mois passé et je vous avais dit que je voulais me rendre à la 4e aventure, mais je suis rendue juste à la 3e. Donc, mais expliquez-moi, comment lire ça, tandis qu'on lit ça? Je veux dire, si je lis Le Paradis, ça me tente pas de... C'est très bon Sherlock Holmes, mais c'est parce que là, je suis au paradis. Donc, expliquez-moi... ça explique pourquoi je suis pas rendue à la 4e nouvelle ici. Je viens de foirer mon mot complètement. Et finalement, je lis de temps en temps, malheureusement avant de me coucher, Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur aux éditions Casterman. Je dis malheureusement avant de me coucher parce que j'ai l'impression à chaque fois de lire des histoires d'horreur. Moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas lu Les Malheurs de Sophie pendant qu'ils étaient jeunes, donc je les connais pas. Mais comment vous faites pour donner la première place à ce livre? Comment vous faites pour lire ça? Vous êtes maso? Moi, je suis traumatisée à chaque fois. J'ai pas lu ça quand j'étais enfant, puis je pense que ça peut être bien de faire lire les Malheurs de Sophie à un enfant, justement parce que il y a des caractéristiques de l'enfance et de cruauté qui se retrouvent chez chaque enfant, mais c'est vraiment... c'est fou, là. J'ai jamais lu un livre avec des aventures aussi cruelles. Moi, je suis rendue au conte 8 sur 22 et déjà le titre, ça s'appelle « Sourcils coupés ». Les sourcils coupés. Je veux dire, c'est très bien écrit, je suis divertie en un sens, mais c'est vraiment fou. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais vraiment pas. Vous êtes fortes, les filles. Et les garçons qui ont lu ça, c'est... En tout cas. Puis, est-ce que vous avez lu ça? Ce conte-là où il y a comme le vautour puis le petit poulet que Sophie a laissé s'enfuir. Non, mais c'est vraiment triste, c'est traumatisant. Moi, j'ai dit ça avant de me coucher. Je fais pas de cauchemar, une chance. Mais c'est intense comme conte. C'est vraiment intense. Sur cette touche très positive, j'ai terminé mon bilan du mois d'avril. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions sur le titre des livres que j'ai présentés, toute l'information, comme d'habitude, est dans la barre d'informations. Et puis, sur ce bilan, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite de très bonnes lectures et de passer une super belle journée comme d'habitude. Bye bye!